Le 30 mai 2023, dans le village irlandais de Drumkiran, 2 enfants furent retrouvés. Sean, 11 ans, et Grace, 9 ans, enfermés dans le grenier d'une ferme sans issue. L'énigme consistait à savoir qui les avait enfermés là et pourquoi il avait verrouillé la chaîne de l'extérieur. À partir de ce moment, commença l'une des enquêtes les plus controversées qui secouèrent l'Irlande en 2023. Drumkiran est un village tranquille dans le comté de Leitrim. Le 30 mai 2023, il y avait une activité inhabituelle. 2 véhicules de la Gardaí, un camion de pompiers et une ambulance étaient stationnés devant une ferme à la périphérie du village. La maison appartenait à la famille O'Donovan et était presque abandonnée après que la propriétaire Eileen ait eu un accident il y a 1 mois et ait été hospitalisée. Depuis lors, la maison était occasionnellement utilisée par son frère Patrick. Et parfois l'ouvrier Liam passait aussi, qui avait été récemment renvoyé par la propriétaire. Maintenant, la maison attirait l'attention pour une autre raison. Au premier étage se trouvait une trappe menant au grenier, fermée par une chaîne massive avec mousqueton. La trappe fut ouverte. Sean et Grace furent montés, après quoi quelqu'un ferma la chaîne de l'extérieur, les laissant sans nourriture, sans eau et sans possibilité de s'échapper par eux-mêmes. Les faits étaient sobres. Les pompiers arrivés documentèrent la chaîne, la coupèrent avec une cisaille hydraulique et ouvrirent la trappe. Sean pesait 3 kilos de moins que la normale, Grace 2,5. Le rapport médical indiquait une déshydratation modérée et un épuisement, mais aucune autre blessure n'a été constatée. Aucun signe de lutte, aucune indication d'impact physique, seulement 2 personnes enfermées en haut et une chaîne que quelqu'un avait soigneusement fermée. Lors de l'inspection du grenier, plusieurs détails importants furent à découvert. Le grenier était composé de 2 niveaux. Le plafond supérieur était fait de vieilles planches mal ajustées, à travers lesquelles tombait de la laine de verre. Elle gisait en une fine couche dans les coins et se trouvait sur les cheveux et les vêtements des 2 personnes trouvées en haut. Dans le grenier se trouvaient 5 boîtes vides de nourriture bon marché pour chiens et 3 bouteilles en plastique qui contenaient autrefois de l'eau. Tout semblait comme si on leur avait délibérément laissé un minimum de provisions. Il y avait aussi une couverture, sale, vieille, évidemment prise directement dans la maison, comme dans la hâte. La trappe du grenier était couverte de vieilles rouilles. La chaîne et le mousqueton, bien que rouillés par endroits, montraient cependant des traces claires de rayures fraîches apparues récemment. Quelqu'un avait appliqué de la force pour la fermer solidement. L'un des voisins, Martin Kennedy, témoigna qu'il avait vu une vieille voiture avec des lumières néons près de la maison tard dans la nuit, probablement une Ford Fiesta. Cependant, il ne put donner d'heure précise, se référant au fait qu'il était trop tard et sombre. La seule conclusion était que quelqu'un d'autre avait été à la maison la nuit. Les enquêteurs concentrèrent leur attention sur 2 hommes. Le premier était Patrick F., le frère de la propriétaire Eileen. Il vivait ici pendant que sa sœur était hospitalisée après l'accident. La maison était formellement sous sa surveillance. Cependant, sa réputation dans le village était ambiguë. Patrick ne travaillait nulle part officiellement, se débrouillait avec des petits boulots et, selon les voisins, avait des problèmes d'argent constants. Les prestations sociales pour Sean et Grace auraient beau pu être un motif important si les enfants sortaient soudainement du champ de vision des services sociaux. Le deuxième suspect était Liam C., l'ancien ouvrier de la ferme. 1 semaine plus tôt, Eileen l'avait licencié sans explication, ce qui avait provoqué une forte réaction chez lui. Liam possédait une clé de rechange de la maison qu'il n'avait pas rendue après son licenciement. Son caractère, tel que décrit par les habitants, était renfermé et parfois agressif. Ainsi, l'enquête avait 2 directions, gain personnel et vengeance. Mais les motifs n'étaient pas encore nommés. Les enquêteurs décidèrent de s'en tenir aux faits et le spectateur devait décider lui-même vers quelle direction son opinion penchait. Un jour après le début de l'enquête, la Gardaí fit une découverte qui changea drastiquement la dynamique de l'affaire.
Au niveau supérieur du grenier, entre les couches de laine de verre, on trouva la veste de Liam, une veste de travail bleue, sale, avec des éclaboussures de matériaux de construction. La taille correspondait exactement. Le fait qu'un objet personnel de Liam ait été trouvé sur les lieux du crime fut enregistré comme une preuve importante. La garde à vue garda le silence sur comment la veste aurait pu arriver là. Une seule chose était évidente. Liam devint le principal suspect. Les preuves semblaient s'assembler trop facilement. Peut-être trop facilement. Au 3e jour de l'enquête, les résultats de l'examen médico-légal arrivèrent. Ils changèrent complètement la direction de l'enquête. Sur l'intérieur de la chaîne qui fermait le grenier, des empreintes digitales claires furent trouvées. Les experts de la garde à vue confirmèrent officiellement que les empreintes n'appartenaient qu'à une seule personne, Patrick F., le frère de la propriétaire Aileen. Cette information devint le tournant. Liam, dont la veste avait été trouvée en haut, tomba sous le soupçon. Maintenant, l'enquête avait un autre indice, peut-être plus précis. L'enquêteur principal dit doucement une phrase courte. Une veste n'est que du tissu. Le métal est plus précis que le tissu. À ce moment, le dossier avec les documents de l'affaire passa d'une main à l'autre. Le nouveau détective criminel le prit en silence pour examiner chaque détail à nouveau minutieusement. Peu après que l'affaire du grenier de Drumkiran soit passée entre les mains des criminalistes, la garde à vue porta son attention sur un autre document qui semblait ordinaire et insignifiant. Il s'agissait d'une demande qu'Aileen elle-même avait soumise depuis sa chambre d'hôpital à Sligo seulement quelques semaines avant les événements dans le grenier. Le formulaire était standard. Il lui permettait de continuer à recevoir des prestations sociales. Dans la colonne sur l'emplacement des personnes mentionnées dans le document, figurait une phrase simple. « Temporarily residing ». Lieu, Sligo. La signature d'Aileen était irrégulière, évidemment faite avec beaucoup d'efforts, mais authentique. À partir de ce moment, la garde à vue obtint un nouveau point de départ. Peut-être que tout n'était pas aussi simple qu'il y paraissait initialement. Maintenant, l'enquête se tourna vers le passé et vérifia soigneusement toutes les étapes de la famille O'Donovan, bien avant mai 2023. Le 14 mars 2023, un inspecteur social visita la maison à Drumkiran, où vivait alors encore Patrick avec Sean et Grace. Son rapport était sec et laconique. Conditions de vie normales, aucun signe de problème détecté. La maison était propre. Il y avait de la nourriture dans le réfrigérateur, et les 2 jeunes résidents semblaient en bonne santé et satisfaits de la vie. L'inspecteur partit sans rien remarquer de suspect. Mais précisément à ce moment, Aileen fit un pas inhabituel. Elle donna officiellement à son frère une procuration qui lui permettait de recevoir l'argent destiné à l'entretien de Sean et Grace. Les montants n'étaient pas très élevés, mais pour Patrick sans emploi, ils pouvaient être un soutien substantiel. Cette décision ne souleva pas de questions auprès des autorités. Les parents s'entraident souvent dans les situations difficiles. L'argent arrivait régulièrement sur le compte bancaire d'Aileen, auquel son frère avait maintenant accès. Personne ne se demanda exactement à quoi ces fonds étaient dépensés, car formellement, aucune violation n'était constatée. Néanmoins, les enquêteurs se demandaient, Aileen aurait-elle pu soupçonner quelque chose à l'avance ? Pourquoi Aileen O'Donovan elle-même n'avait-elle pas essayé de contacter Sean et Grace une seule fois au cours des 6 dernières semaines ? L'absence d'appels, de messages et d'autres moyens de communication semblait étrange à tous ceux qui connaissaient Aileen. La réponse était simple, presque banale mais convaincante. Le téléphone portable d'Aileen avait été complètement détruit dans l'accident de voiture. L'ambulance l'avait transportée à l'hôpital sans effet personnel. Plus tard, le personnel hospitalier confirma que dans toute l'aile où se trouvait Aileen, tout appareil électronique était interdit, sauf les équipements médicaux. Les câbles ORL, les appareils radio et les communications mobiles étaient interdits en raison de restrictions médicales. Aileen était dans un isolement complet du monde extérieur et dépendait exclusivement de son frère. Patrick devint le seul lien entre la chambre d'hôpital et Drumkiran.
Il assurait à sa sœur que tout allait bien et elle lui faisait confiance. Mais dans la presse, ont apparu de nouveaux détails. Les journalistes irlandais, saisis par l'intérêt de cette sombre histoire, ont commencé à avancer leur propre version des événements. L'une des plus discutées était « Aileen aurait pu être informée de la situation dans le grenier. Pourquoi établirait-elle une procuration si elle ne soupçonnait rien ?» Les journaux et les blogs se sont empressés de construire une chaîne d'indices qui plaçait Aileen dans une position inconfortable. N'était-elle peut-être pas seulement une victime des circonstances et cachait-elle quelque chose ? Y avait-il derrière tout cela un accord familial planifié à l'avance ? Les enquêteurs n'ont pas commenté ces spéculations pour l'instant, comprenant à quel point cette fausse piste pouvait être dangereuse, mais la graine du doute était déjà semée. Le public a commencé à discuter du caractère moral d'Aileen, de son éventuelle indifférence ou même de sa participation à ce qui était arrivé à Sean et Grace. Cependant, la situation a changé radicalement après qu'un journaliste du journal The Irish Times ait obtenu l'accès aux enregistrements des caméras de surveillance de l'hôpital de Sligo. Sur les images marquées Intensive Care Unit, unité de soins intensifs, on voyait clairement Aileen. La vidéo était datée de mars et avril 2023. L'enregistrement était impressionnant par sa clarté. Pendant les 3 premières semaines après l'accident, Aileen se trouvait dans un état très critique, connectée à un respirateur artificiel. Elle était complètement immobile et évidemment incapable d'effectuer la moindre action, même les plus simples. Son état était si grave que les médecins donnaient des pronostics extrêmement prudents et évitèrent de faire des promesses à ses proches. Ces matériaux vidéo ont affaibli d'un coup la version de la presse sur une possible conspiration. Cependant, ils n'ont pas pu éliminer complètement les soupçons contre Aileen, car fin avril, elle a repris conscience. Du moment de son réveil jusqu'en mai, quand Sean et Grace ont été trouvés dans la maison, il s'est écoulé suffisamment de temps pour faire quelque chose ou au moins alerter sur le danger. La version sur la participation d'Aileen a commencé à montrer des fissures, mais persistait toujours. L'enquête ne s'est pas pressée de tirer des conclusions et était restée prudente avec chacun de ses mots. Trop de détails n'avaient alors pas encore été vérifiés, et trop de nuances restaient non élucidées. Il était maintenant clair que les investigations iraient beaucoup plus loin qu'il ne semblait à l'origine. Peut-être que les réponses n'étaient pas en surface, mais beaucoup plus profondément, dans le passé d'Aileen elle-même, de sa famille et de son entourage proche. L'enquêteur criminel a regardé les enregistrements encore une fois attentivement pour s'assurer qu'il n'avait rien manqué. Lorsque la version sur la possible participation d'Aileen a perdu en stabilité, l'attention de l'enquête s'est à nouveau dirigée vers Patrick. Il a été décidé d'examiner son passé plus en profondeur, et c'est précisément à ce moment qu'ont émergé dans les archives de la Gardaí des informations sur une vieille affaire de l'année 2016. À l'époque, Patrick était au centre d'un incident mineur mais significatif qui prenait maintenant un tout autre poids. La police du comté de Leitrim a confirmé, en novembre 2016, Patrick a été arrêté pour conduite sous l'influence de l'alcool. Le véhicule qu'il conduisait était une vieille Opel avec des phares défectueux et des garde-boue rouillés. Mais ce n'était de loin pas le problème principal. Sur le siège arrière se trouvaient à ce moment ses neveux, les mêmes Sean et Grace. Le test d'alcoolémie a révélé un taux de 0,12% d'alcool dans le sang. Les enfants étaient assis dans la voiture sans ceinture de sécurité. Le résultat de cet incident a été une amende de 500 € et un retrait de permis pour 6 mois. À l'époque, l'incident semblait être une histoire de journal local qui a été rapidement oubliée et n'a pas affecté la réputation de Patrick dans le village. Mais maintenant, cela jetait une ombre sur son caractère et son sens des responsabilités. En février 2023, seulement quelques mois avant les événements dans le grenier, Patrick a subi un examen psychiatrique à l'hôpital de Sligo. Le diagnostic inscrit dans les documents médicaux officiels était sec et laconique. Trouble de la personnalité antisociale. Cependant, ce qui était important était la note du médecin qui précisait que cela n'empêche pas le patient de comprendre les conséquences de ses actions. Ainsi, selon l'expertise médicale, Patrick était pleinement conscient de chacune de ses actions.
Cette circonstance semblait maintenant décisive aux enquêteurs. L'affaire prenait un autre tournant et devenait de moins en moins accidentelle et de plus en plus ciblée. L'établissement d'une chronologie des actions de Patrick est devenu la priorité de l'enquête. La Gardaí a reconstitué son comportement à partir des reçus de caisse et des relevés bancaires pour la période de mi-avril à fin mai. En 42 jours, Patrick a effectué exactement 37 achats d'alcool dans des magasins de Drumkiran et des villes voisines. Dans les relevés, aucun achat de nourriture ou de biens de première nécessité n'était enregistré. Il se créait une impression claire. Le seul poste de dépense pour lui était l'alcool. En même temps, l'enquête a également vérifié le lien possible entre Patrick et l'autre suspect, Liam. Les enregistrements du téléphone portable de Patrick ont montré que pendant toute cette période, il n'avait envoyé qu'un seul message court à Liam avec un contenu extrêmement quotidien. Le toit fuit. Réparation nécessaire. Au-delà de cela, aucune autre communication entre eux n'a été enregistrée. Ni appel, ni message. L'enquête a enregistré ce fait, qui était important pour comprendre plus tard si ces deux étaient liés entre eux ou agissaient indépendamment. Entre-temps, une nouvelle hypothèse est apparue dans la presse. Peut-être que Patrick n'avait rien planifié de criminel. Il aurait pu simplement laisser Sean et Grace dans le grenier, en supposant que quelqu'un d'autre, par exemple Liam, s'occuperait d'eux. La logique semblait simple et pratique. Patrick a fermé la trappe avec une chaîne et n'a laissé que des provisions minimales, s'attendant à ce que l'ouvrier qui connaissait la maison et avait une clé vérifie la situation de temps en temps. Cette version expliquait l'apparition de la veste de Liam dans le grenier et l'absence de violence. Peut-être que Liam avait simplement négligé ses devoirs et n'était pas apparu dans la maison à temps. Dans la presse, cette hypothèse semblait plausible et ôtait à Patrick la responsabilité directe des conséquences. Mais les enquêteurs étaient prudents. Ils comprenaient que toute version pratique nécessitait une vérification minutieuse. Cependant, une analyse supplémentaire des données mobiles a fondamentalement changé l'idée de la situation. Les experts de la Gardaí ont obtenu l'accès aux données des antennes de téléphonie mobile qui enregistraient la localisation du téléphone portable de Liam. Ces données étaient extrêmement précises et ne laissaient aucun doute. Il s'est avéré que Liam n'était pas à Drumkiran pendant la période du 12 au 28 avril 2023. De plus, il se trouvait en dehors de la République d'Irlande, en Irlande du Nord, à une distance de plus de 200 km de la maison de la famille O'Donovan. Pendant ces plus de 2 semaines, le téléphone de Liam a été enregistré plusieurs fois par des antennes mobiles dans la région de Belfast. Évidemment, Liam ne pouvait pas physiquement remplir le rôle d'observateur que la version de la presse lui attribuait. Ainsi, la simple géographie a complètement détruit l'hypothèse confortable sur la possible complicité de Liam. Patrick s'est avéré être à nouveau la seule personne capable et ayant la possibilité de contrôler la situation dans le grenier. Les enquêteurs se sont reconcentrés sur lui, maintenant avec beaucoup plus d'intérêt qu'auparavant. Il restait un problème principal non résolu. Si Patrick agissait consciemment et seul, pourquoi insistait-il sur le fait que Liam était censé être impliqué dans les événements ? Plus l'enquête plongeait dans les détails, plus il devenait difficile de comprendre ce qui s'était passé. Maintenant, l'enquête devait regarder plus profondément dans l'environnement de Patrick, dans son monde intérieur et dans son passé, pour y trouver des réponses là où elles n'étaient peut-être pas si évidentes. Chaque nouveau détail pouvait maintenant être décisif. Il semblait que l'enquête avait déjà identifié le principal suspect. Cependant, le temps s'est mêlé de manière complètement inattendue aux investigations. Début juin, une forte tempête a frappé le nord-ouest de l'Irlande et la vieille maison de la famille O'Donovan a été gravement endommagée. Une partie du toit a été endommagée et pour éviter que la maison ne se détériore définitivement, une équipe de réparation a été envoyée. Les travaux de réparation ont apporté de manière surprenante une nouvelle pièce à conviction à l'enquête. Dans les chevrons du toit, accroché au bois rugueux, pendait un petit morceau de corde en nylon bleu vif avec un nœud particulier, soigneusement noué. Les experts médico-légaux ont rapidement identifié le type de nœud. C'était un prusik, un nœud largement utilisé par les alpinistes et les sauveteurs professionnels. Des questions sont apparues immédiatement. Que signifiait ce nœud et comment était-il arrivé sur le toit de la maison ?
les criminalistes ont immédiatement souligné un détail important. Le nœud était noué très professionnellement. Ce n'était pas un hasard ou du dilettantisme. Celui qui avait noué la corde savait manifestement ce qu'il faisait. Une analyse supplémentaire du laboratoire a apporté une autre surprise. Sur la surface de la corde, des traces d'ADN mélangées ont été trouvées. L'une des sources était Liam C., le même ancien ouvrier qui avait été soupçonné auparavant. Cependant, en plus du sien, l'ADN d'une autre personne qui n'avait pas encore été identifiée a été enregistré. Une fois de plus, les gardaïs sont retournés interroger Liam, mais maintenant sous un nouveau jour. Liam est-il alpiniste? La réponse était affirmative. Liam pratiquait l'alpinisme depuis longtemps et s'entraînait régulièrement sur les rochers près de la ville de Bundoran. Ses compétences étaient largement connues dans la région. Comment sa corde a-t-elle pu arriver sur le toit de la maison si Liam était loin en Irlande du Nord en avril? Liam a expliqué qu'il gardait toujours ses affaires, y compris son équipement d'alpinisme, dans sa camionnette de livraison. Quelqu'un aurait pu prendre un morceau de corde de son véhicule pendant qu'il était hors du comté. Cela semblait plausible, étant donné que la camionnette était restée sans surveillance pendant son absence. La version semblait convaincante et nécessitait une vérification. Les gardaïs ont commencé à enquêter sur qui avait eu accès au véhicule de Liam en avril et mai. Dans la presse et dans les conversations des habitants, la version d'une possible troisième personne a commencé à circuler à nouveau. Un complice inconnu qui avait pu prendre non seulement la corde, mais aussi la veste de Liam et la chaîne, métallique avec le mousqueton. Peut-être était-ce quelqu'un qui connaissait les deux hommes et avait un motif pour incriminer l'un ou même les deux suspects. Cette version a gagné en popularité et est devenue de plus en plus convaincante pour les citoyens et certains journalistes. Cependant, l'enquête est restée prudente, comprenant à quel point il était facile de s'empêtrer dans les suppositions dans de tels cas et de perdre de vue les faits. Pendant ce temps, le laboratoire des gardaïs a continué à travailler sur une analyse ADN plus approfondie et bientôt des précisions sont arrivées qui ont complètement changé les idées sur la corde trouvée. Le deuxième profil, précédemment non identifié, s'est avéré ne pas être du tout un nouveau participant de l'affaire. Après un examen approfondi, il s'est avéré être un mélange de traces de Sean et Grace. Du sang provenant de petites éraflures sur les mains des deux a été trouvé sur la corde, ce qui indiquait que le morceau de nylon trouvé n'était pas du tout parti d'une conspiration extérieure. Il était devenu partie de leur corde improvisée, une tentative désespérée de s'échapper du grenier où ils étaient enfermés. Cette découverte est devenue le tournant de l'enquête. Maintenant, l'enquête a définitivement levé les soupçons sur Liam. La corde n'était pas partie d'un plan criminel et la veste de travail était simplement une tentative maladroite de Sean et Grace d'utiliser tout ce qui leur tombait sous la main pour se libérer. Maintenant, les gardaïs sont revenus au point de départ, à la personne dont les empreintes digitales étaient sur la chaîne. La version d'une troisième personne s'est effondrée et maintenant toute l'attention s'est à nouveau portée exclusivement sur Patrick. Mais l'enquête avait un nouveau témoin important. La tempête, qui avait accidentellement révélé un autre détail de ce jour dramatique. Après que la tempête ait jeté une lumière inattendue sur les tentatives de Sean et Grace de se libérer, l'enquête est revenue au point de départ, les empreintes digitales de Patrick. Les gardaïs avaient déjà suffisamment de preuves pour clore définitivement l'affaire. Le 9 juin 2023, Patrick a avoué pour la première fois complètement sa culpabilité lors d'un interrogatoire au poste de police de Drumkiran. Ses paroles sonnaient banales, sans émotion, presque distantes. Selon ses mots, il avait effectivement enfermé ses neveux en haut, pour peu de temps. Il affirmait que ses intentions étaient bonnes. Cacher Sean et Grace des contrôles réguliers des services sociaux pour maintenir l'accès aux allocations familiales et ne pas perdre la possibilité de disposer des finances d'Eileen. Il prévoyait de revenir le lendemain et de continuer à leur apporter de la nourriture et de l'eau, mais il est tombé dans une beuverie prolongée qui a duré 3 semaines. Les paroles de Patrick ont été soigneusement vérifiées. Les empreintes digitales sur le mousqueton ne laissaient aucun doute sur sa responsabilité personnelle. Les experts ont confirmé que personne d'autre que lui n'avait touché la chaîne depuis l'extérieur du grenier. Les rayures fraîches sur le cadenas
et la rouille correspondaient à ses empreintes digitales. De plus, les tickets de caisse des magasins locaux pour la période allant de l'enfermement de Sean et Grace jusqu'à leur découverte ne montraient pas un seul achat de nourriture de la part de Patrick. Il achetait exclusivement de l'alcool. Les relevés téléphoniques confirmaient « Patrick n'a pas essayé d'appeler quelqu'un pour aider ses neveux, n'a pas appelé les services d'urgence et n'a pas envoyé de message d'alerte. » L'enquête a conclu « Il a consciemment décidé de laisser une quantité minimale de nourriture pour que Sean et Grace ne soient pas exposés à un danger grave, mais ne reçoivent rien de superflu non plus. » Il s'est également avéré que la veste de Liam et la corde en nylon n'étaient que des objets aléatoires. Ils ont été utilisés par Sean et Grace eux-mêmes dans une tentative désespérée d'accéder à l'extérieur. Les deux objets n'avaient rien à voir avec le crime, étaient exclusivement de nature quotidienne et sont arrivés au grenier sans la connaissance de leur propriétaire. Aileen, la mère de Sean et Grace, a été complètement exclue de tout soupçon. Ses dossiers médicaux et les documents vidéo de l'hôpital de Sligo ont confirmé qu'elle était dans un état inconscient sous respirateur et ne pouvait physiquement pas participer aux actions de son frère ni même en avoir connaissance. La version d'une possible participation de sa part, née de spéculations dans la presse, a été complètement réfutée par les faits et définitivement fermée. Le procès s'est déroulé rapidement et a été couvert par tous les principaux médias irlandais. Dans la salle d'audience, Patrick semblait tendu, presque irrité, sans montrer de remords évident. Au moment du prononcé du verdict, il a étonnamment tenté d'accuser la Gardaí de falsification de preuves, affirmant que la chaîne lui avait soi-disant été plantée. Mais le juge a immédiatement arrêté cette tentative en lisant calmement et avec assurance des extraits des messages textes de Patrick trouvés sur son téléphone. « Ne veux pas de problème avec les Tulgan. Laisse-les assis. » Cette partie de la correspondance a complètement réfuté ses affirmations d'innocence et d'absence d'intention malveillante. Pour la tentative de tromper le tribunal et de déformer les circonstances de l'affaire, le juge a imposé en plus 1 an de prison pour outrage au tribunal, contempt of court, contre Patrick. Après une brève pause, le verdict principal a été prononcé. Patrick a reçu une peine de prison en tenant compte de toutes les circonstances, preuves et de sa biographie antérieure. Dès le moment du prononcé du verdict, son visage est devenu impassible et il s'est laissé escorter silencieusement hors de la salle d'audience. Immédiatement après le verdict, la ferme de la famille O'Donovan a été officiellement scellée. Le grenier a été soigneusement fermé par l'équipe d'enquête et l'entrée de la maison a été marquée avec des panneaux d'avertissement de la Gardaí. Bientôt, la propriété a été mise en vente au prix symbolique de 40 000 €, ce qui correspondait à l'état de la maison et à son histoire tragique. Le dossier officiel, créé par la Gardaí et transmis au bureau du directeur des poursuites publiques, DPP, a été clos avec le statut résolu. L'affaire a formellement cessé d'être un mystère et est passée dans la catégorie des cas qui sont entrés dans les chroniques criminelles de l'Irlande de l'année 2023. Cependant, dans les documents finaux de l'enquête, il y avait une mention qui laissait une lourde sensation d'incomplétude. Aileen avait un autre fils plus jeune, Michael, âgé de 6 ans. Il était libre tout le temps, vivait avec Patrick et n'a pas dit un mot sur ce qui se passait. Il n'a pas fait de déclaration, n'a informé aucun des adultes de ce qui se passait dans la maison. Ce fait est resté sans évaluation juridique et est resté sur la conscience des adultes autour de lui. L'histoire s'est terminée exactement comme se terminent des centaines d'autres tragédies similaires, sans compréhension complète, mais avec la lourde conscience que beaucoup de personnes étaient en approche, mais n'ont pas vu ou n'ont pas voulu voir ce qui se passait réellement. Les titres finaux de cette histoire étaient simultanément une résolution et un rappel que parfois le plus grand mystère est l'indifférence et le silence de ceux qui auraient pu changer quelque chose, mais n'ont rien fait. Tom V était cet étudiant dont tous les professeurs parlaient avec un respect particulier. Notes impeccables, apparence parfaite, réputation sans faille. Collègues et professeurs le considéraient comme l'avenir de la science universitaire et ses amis comme une personne agréable et fiable.
Personne ne pouvait imaginer que derrière cette image soigneusement construite se cachait une toute autre personnalité. Une personnalité qui n'apparaissait que sur les routes désertes, au milieu des marais de la réserve de Veldhausenplatz. C'est là, dans le silence absolu des tourbières, qu'a été trouvé un jour ce petit fragment d'indice qui a fait voler en éclats son alibi parfait. Le 22 janvier 2024, à 23h45 précise, le commissariat de police de la ville de Zwolle reçoit une déposition. C'est le père d'une étudiante de 22 ans de la faculté vétérinaire, Sophia D., qui appelle. La voix de l'homme trahit la confusion, mais il s'efforce de parler calmement et distinctement. Sa fille n'est pas rentrée chez elle après ses travaux pratiques en laboratoire. La dernière fois que les caméras de vidéosurveillance du campus universitaire l'ont enregistrée, c'était à 19h12. Sophia parcourait chaque soir ce trajet de 19 km à vélo à travers la réserve de Veldhausenplatz. Le quartier est calme, paisible, d'une sécurité irréprochable. Depuis l'inauguration de la piste cyclable, aucun incident n'y avait jamais eu lieu. Le 23 janvier, tôt le matin, après des recherches nocturnes, la patrouille cycliste de la police découvre le vélo de Sophia près du canal de l'Écluse. Le vélo était droit, soigneusement posé, sans trace de dommages ni de tentative de vol. La chaîne était intacte, le phare encore allumé. De l'extérieur, on aurait dit que Sophia s'était simplement absentée 1 minute et allait revenir d'un instant à l'autre. Mais les policiers ont rapidement remarqué une étrangeté, des traces de pneus supplémentaires. Sur le sol humide, des empreintes de pneus de ville absolument inadaptées à ce terrain et ne correspondant pas aux pneus de Sophia se distinguaient nettement. Les experts ont également trouvé un autre détail important. Un petit morceau de marqueur en plastique jaune, très semblable aux étiquettes de laboratoire utilisées à l'université pendant les cours, était fixé au guidon du vélo. Hasard ou indice crucial, cela restait à déterminer. L'enquête a commencé par les interrogatoires des témoins en commençant par le cercle proche de Sophia. Le premier à être convoqué fut Tom V., un étudiant de 24 ans. C'est lui qui avait vu Sophia pour la dernière fois le soir au laboratoire, où ils terminaient ensemble leur travail. Les caméras de surveillance confirment, Tom a quitté le laboratoire juste après Sophia, mais par une autre porte du campus. À 19h05, quelques minutes à peine avant la disparition de Sophia, un vélo avec une remorque pour chien est passé par la sortie sud du territoire. Le numéro sur son cadre était maculé de boue. À l'université, on savait que Tom utilisait constamment une telle remorque pour transporter des échantillons et des animaux. Les soupçons de l'enquête se sont naturellement portés sur lui. Cependant, la police se devait de vérifier tous ceux qui avaient un mobile. L'attention s'est immédiatement portée sur JPK, l'ancien petit ami de Sophia. Une semaine avant sa disparition, plusieurs témoins avaient rapporté les avoir vus dans un café local lors d'une dispute animée. La police a interpellé Jeppe et procédé à un interrogatoire officiel. Son alibi s'est avéré solide comme le roc. Le soir du 22 janvier, il travaillait au populaire café de Stig. Les enregistrements des caméras et les témoignages des clients confirmaient ces dires. À ce stade, l'enquête a décidé de mettre temporairement de côté la piste de l'ancien ami de Sophia et est revenue au principal suspect, Tom V. Les enquêteurs ont envoyé d'urgence des réquisitions judiciaires à la société Garmin et à l'opérateur mobile local. Au cours des 24 heures suivantes, ils ont reçu une réponse qui a radicalement changé le cours de l'enquête. La montre connectée de Sophia, selon Garmin, transmettait continuellement un signal jusqu'à 20h05 avant d'enregistrer brusquement une chute critique du pouls à 40 battements par minute. Puis la connexion a été définitivement interrompue. Les experts techniques ont immédiatement superposé les données obtenues avec la carte de couverture des opérateurs mobiles. Il s'est avéré que le téléphone de Tom V, au moment du dernier signal de la montre de Sophia, se trouvait dans la même zone et même au même point du trajet, dans le secteur marécageux de la réserve de Veldhausenplatz.
L'alibi parfaitement construit du jeune scientifique, pour la première fois depuis tout ce temps, présentait une sérieuse faille. À l'université, le nom de Tom V n'était évoqué que de manière positive. Meilleur étudiant de la faculté de biochimie, bourse, prix, publications scientifiques. Il était activement recommandé par les professeurs et le doyen de la faculté lui-même plaçait en lui de grands espoirs. De plus, Tom était bénévole au prestigieux club de protection de la nature Velu, où il menait des recherches écologiques et intervenait lors d'événements. Pour tous ceux qui le connaissaient, il était absolument incompréhensible qu'une telle personne puisse se retrouver impliquée dans une affaire criminelle grave. L'enquête s'est plongée dans le passé de Tom avec prudence, mais minutie. Le premier test sérieux fut son alibi pour la soirée du 22 janvier. Tom affirmait qu'il avait monté une vidéo pédagogique sur la biochimie de 19h30 à 21h30. La police a interrogé les voisins de sa résidence universitaire. Ils ont confirmé que Tom était chez lui, devant son ordinateur portable, et semblait occupé précisément par le montage vidéo. Sur le disque dur saisi chez Tom, un fichier de projet vidéo créé exactement à 20h47 ce soir-là a effectivement été trouvé. À première vue, il semblait que Tom disait la vérité. La date correspondait, les voisins confirmaient en ses dires, et le fichier existait réellement. Mais les enquêteurs ont décidé de vérifier ce fait plus en profondeur, afin d'exclure toute possibilité d'erreur ou de falsification. L'enquêteur a convoqué un expert technique spécialisé dans les données numériques pour clarifier un point important concernant l'alibi de Tom. L'expert a expliqué que la date de création du fichier en elle-même ne constituait pas une preuve solide que Tom avait travaillé sur la vidéo à l'heure indiquée. Selon l'expert, si le fichier avait été transféré depuis un disque externe, sa date de création originale aurait pu facilement être conservée sans modification. Ainsi, cette vidéo aurait pu être enregistrée bien plus tôt et copiée ultérieurement sur l'ordinateur au moment opportun, afin de créer l'impression d'un alibi fiable. Les métadonnées offraient cette possibilité et les enquêteurs devaient maintenant vérifier ce fait de manière beaucoup plus détaillée. Mais en examinant le disque, les enquêteurs sont tombés de manière inattendue sur un autre matériel qui a soulevé encore plus de questions. Parmi les dossiers contenant des supports pédagogiques, des enregistrements des caméras de vidéosurveillance du café De Stig ont été découverts. Il ne s'agissait pas de vidéos aléatoires, mais d'enregistrements soigneusement sélectionnés des services de soirée de Yepeka, l'ancien petit ami de Sofia. Les enregistrements étaient datés des semaines et des jours précédant immédiatement sa disparition. Cela a immédiatement éveillé les soupçons de la police. Pourquoi Tom collectait-il des enregistrements précisément de Jep? Voulait-il créer une fausse piste? Les enquêteurs ont été à nouveau contraints de s'intéresser à l'ancien petit ami de Sofia, vérifiant tous les services de Jep et son comportement ces soirs-là. Néanmoins, même après un réexamen des enregistrements et une vérification supplémentaire de Jeppe lui-même, rien de suspect n'a été révélé. Jeppe travaillait, communiquait avec les clients, et les caméras confirmaient son innocence absolue. Les enregistrements se sont avérés sans histoire, et il était évident que Tom les conservait dans un autre but. Lequel exactement? Cela restait un mystère. Pendant ce temps, l'expert en sécurité numérique a continué d'examiner les métadonnées du fameux disque SSD de Tom. Au cours du processus, il a remarqué un autre point important. Exactement 1 heure avant que la vidéo ne soit transférée sur l'ordinateur portable personnel de Tom, le disque avait été connecté à un autre appareil, l'ordinateur portable officiel du campus, enregistré au nom de Tom lui-même. Selon l'expert, une telle connexion aurait pu être utilisée pour créer l'illusion de l'authenticité de la date de création du fichier. Cela signifiait que Tom aurait pu stocker préalablement les matériaux sur l'équipement universitaire, puis simplement les transférer sur son ordinateur portable au moment voulu, créant ainsi des traces numériques correctes et consolidant son alibi. Désormais, une autre question importante se posait à l'enquête.
Tom aurait-il pu utiliser cette même approche le soir de la disparition de Sofia? Un visionnage détaillé de cette même vidéo pédagogique, qui semblait auparavant un alibi parfait, a révélé d'autres étrangetés. Entre les séquences vidéo, de petits intervalles de vide apparaissaient, ne correspondant pas à la logique simple du montage. Les intervalles étaient trop longs et anormaux pour une vidéo éducative ordinaire. Il semblait que Tom avait supprimé intentionnellement certains fragments, peut-être pour effacer quelque chose d'important qu'il aurait préféré ne jamais montrer à la police. Le montage s'est avéré loin d'être aussi parfait et propre qu'il avait paru initialement. Au lieu d'un alibi fiable, Tom avait maintenant un matériel numérique truffé de questions et l'enquête ne faisait que commencer à examiner chaque intervalle et chaque pause dans son histoire soigneusement planifiée. L'enquête a progressivement commencé à élargir le cercle des recherches. Les parents de Sofia ont remis à la police son journal intime dans l'espoir d'y trouver le moindre détail important. Et en effet, la dernière entrée faite par Sofia la veille de sa disparition a fait réfléchir les enquêteurs. Une phrase courte et énigmatique: ne fais pas confiance au verre. Aucune explication, aucune précision, seulement cet avertissement lourd de sens. Les enquêteurs se sont plongés dans la vie quotidienne de Sofia, vérifiant toutes ses correspondances, messages et réseaux sociaux. Bientôt, ils sont tombés sur un chat étudiant de l'université où Sofia communiquait régulièrement avec ses camarades de groupe. Parmi les discussions étudiantes typiques, un message inhabituel se démarquait. Sofia s'y plaignait ouvertement à ses amis des conseils insistants d'un des bénévoles écologistes qui l'aidait dans son travail de diplôme lié à la protection de la nature. Elle écrivait que les conseils de cette personne étaient trop insistants et inconfortables. Sofia ne nommait personne, mais l'enquête avait désormais une piste. Le mot énigmatique « vert » se référait probablement à quelqu'un du club de protection de la nature Véluve ou au mouvement écologique étroitement lié à l'université. L'enquêteur a décidé de creuser cette piste et a eu de brefs entretiens avec les camarades de groupe de Sofia. Il a directement demandé qui d'autre parmi les Verts, en dehors de Tom V, avait des contacts réguliers avec Sofia. Les étudiants ont presque unanimement cité le nom d'Anneke R., une jeune assistante du département de biologie activement impliquée dans le mouvement écologique. Anneke était connue pour son caractère affirmé et son intransigeance, parfois jusqu'à la rudesse, et sermonnait souvent les étudiants sur la bonne attitude envers la nature. Les camarades de groupe se sont souvenus que Sofia et Anneke s'étaient effectivement croisés et avaient débattu à plusieurs reprises de certains détails du travail de diplôme, Sofia étant manifestement irritée par le style de communication d'Anneke. L'enquêteur a décidé d'examiner de plus près Anneke R. Il s'est d'abord intéressé à la manière dont elle pouvait se déplacer le soir après le travail. Une vérification a montré qu'Anneke rentrait quotidiennement chez elle à vélo par le même itinéraire que Sofia et qu'elle possédait sa propre remorque à vélo, similaire à celle qu'utilisait Tom. Cette circonstance a sérieusement intéressé la police. Compte tenu du lieu de la disparition et des indices trouvés, Anneke R. aurait très bien pu entrer dans le champ de vision de l'enquête en tant que suspecte potentielle ou témoin des événements du soir du 22 janvier. Les enquêteurs ont immédiatement organisé l'inspection de la remorque d'Anneke et l'ont interrogée. Elle a répondu clairement et avec assurance. Le soir du 22 janvier, elle était effectivement rentrée chez elle. Mais, selon ses dires, n'avait remarqué aucun événement suspect en chemin. La police a décidé de confirmer ces déclarations et a demandé les enregistrements des caméras de surveillance du parking du campus. L'étude des enregistrements vidéo a rapidement donné des résultats. La caméra du parking de l'université a enregistré Anneke quittant le campus à 18h55 précise. Sur la vidéo, on voit distinctement la lumière d'un lampadaire traverser la remorque à vélo, confirmant qu'elle était complètement vide au moment où elle quittait les lieux. Ainsi, la version de l'implication d'Anneke R. a rapidement commencé à s'effondrer. La remorque était vide. Elle était partie quelques minutes avant que Sofia ne quitte le campus
et ses propres déclarations n'avaient suscité aucun soupçon chez l'enquêteur expérimenté. L'enregistrement de la caméra du parking a fait comprendre aux enquêteurs que leur logique était cette fois erronée. Anneke était innocente, et le fait que la remorque soit vide le confirmait sans équivoque. De plus, le pouls de Sofia, enregistré par sa montre, s'était interrompu bien plus tard, après qu'Anneke eut depuis longtemps quitté le campus et parcouru la majeure partie de son itinéraire. L'enquête avait donc perdu un temps précieux en suivant une mauvaise piste. Il devenait maintenant évident que la note énigmatique de Sofia sur les verres désignait quelqu'un d'autre ou quelque chose de complètement différent, et la police devait à nouveau revenir au début, à cette même note incompréhensible du journal. Pendant que les enquêteurs réexaminaient les faits connus, une nouvelle piste est apparue dans l'affaire. Le soir du 22 janvier à 20h14, une caméra routière de Rijkswaterstaat, située à la sortie de la réserve de Veldhausenplas, a enregistré un vélo avec une remorque. À première vue, l'image n'a rien révélé de concret. La remorque était vide, le visage de la personne indistinct, le numéro de cadre du vélo illisible. Mais un détail important a attiré l'attention de la police. Sur le côté de la remorque, un vieil autocollant de laboratoire jaune, délavé, était clairement visible. Un fragment d'autocollant exactement identique avait été trouvé précédemment sur le guidon du vélo de Sofia. L'enquête a rapidement établi l'origine de ces autocollants. Ils étaient délivrés aux employés de l'université et aux bénévoles pour marquer les remorques, transportant des animaux de laboratoire et des échantillons biologiques. Le problème était que l'enregistrement des remorques se faisait manuellement et pas très rigoureusement. Les entrées dans le registre étaient souvent absentes ou parfois simplement non consignées. Cela compliquait considérablement la recherche de la personne qui avait utilisé la remorque le soir de la disparition de Sofia. La police a décidé d'interroger les employés responsables des remorques, dans l'espoir de reconstituer au moins une partie de la chaîne d'utilisation. L'enquêteur a interrogé un employé du service de sécurité du campus universitaire, qui supervisait régulièrement la distribution du matériel. À la question de savoir qui aurait pu prendre une remorque le soir du 22 janvier, jour où, selon la logique de l'enquête, la préparation de la disparition de Sofia aurait pu commencer, l'agent de sécurité a répondu sans grande hésitation. Ce soir-là, j'ai vu le technicien Olaf. Il s'est approché de l'entrepôt et a pris l'une des remorques. Je ne peux pas dire l'heure exacte, mais c'était certainement le soir. Olaf était un jeune technicien de la faculté de biologie, un homme discret et peu sociable. Il se faisait rarement remarquer par ses collègues, ne participait pas à la vie étudiante et se tenait à l'écart de tout événement. L'attention de la police s'est naturellement portée sur lui. Les enquêteurs se sont immédiatement rendus à l'adresse d'Olaf et l'ont interpellé pour éclaircir les détails. L'apparence d'Olaf a immédiatement alerté les policiers. Sur sa veste, des traces de boue et de taches marécageuses étaient clairement visibles. Étant donné que Sofia avait disparu dans une zone marécageuse, cela paraissait extrêmement suspect. Olaf n'a pas nié avoir utilisé la remorque, mais a assuré qu'il n'avait aucun lien avec la disparition de l'étudiante. Néanmoins, l'enquêteur ne pouvait ignorer le fait évident de la boue sur ses vêtements. La veste a été immédiatement saisie et envoyée en expertise criminalistique pour identifier le sol et déterminer d'où il aurait pu provenir. Olaf a été temporairement placé en garde à vue, en attendant les résultats de l'expertise, tandis que l'enquête se reconcentrait sur l'analyse de tous les faits antérieurs. Les experts ont travaillé rapidement, sachant que le cours de l'enquête dépendait des résultats. En l'espace d'une journée, ils ont effectué une analyse détaillée des échantillons de boue prélevés sur les vêtements d'Olaf. Les résultats se sont avérés inattendus. Le laboratoire a donné une réponse sans équivoque. La boue trouvée sur la veste du suspect n'avait rien à voir avec la zone marécageuse de la réserve de Veldhausenplas. Il s'agissait d'un type de sol complètement différent, caractéristique d'un chantier de construction à l'autre bout de la province, où un nouveau parc municipal était en cours d'aménagement à cette période. Ainsi, la version de l'implication d'Olaf s'est complètement effondrée. Il s'est avéré innocent,
simple victime d'une malheureuse coïncidence et d'une évaluation superficielle de la police. L'arrestation s'est révélée être une erreur, bien que tout à fait logique à la première étape. Olaf a été libéré de garde à vue avec les excuses des enquêteurs, cependant la remorque, filmée par la caméra la nuit de la disparition de Sofia, restait toujours sans propriétaire. La personne qui conduisait le vélo ce soir-là n'avait toujours pas pu être identifiée. Il est devenu clair pour les enquêteurs qu'ils s'étaient une fois de plus engagés sur une fausse piste, perdant un temps précieux sur des soupçons infondés. Il fallait maintenant revenir au point de départ, analyser à nouveau les faits déjà disponibles et chercher qui était réellement au guidon du vélo avec la remorque marquée de l'autocollant de laboratoire jaune. Après une nouvelle impasse, les enquêteurs sont revenus à l'examen des actions passées de Tom V. Dans le journal de laboratoire de la faculté, une étrange inscription a été découverte. Le matin du 17 janvier, Tom avait reçu de l'entrepôt de l'université 16 sacs de sable filtrant. Dans la colonne « Destination », une formulation vague était indiquée « pour modèle de drainage ». Mais les enquêteurs savaient déjà que personne ne menait de tels projets au département à cette époque, et la nécessité d'une si grande quantité de sable paraissait pour le moins suspecte. La police a immédiatement vérifié le registre de retour des matériaux. Selon l'inscription, les sacs auraient été retournés le matin du 23 janvier, déjà après la disparition de Sofia, le lendemain du dépôt de la déclaration de sa disparition. Cependant, en visionnant les caméras de surveillance installées au point de réception des matériaux, les enquêteurs n'ont trouvé aucune trace du retour de ces sacs. Ni le matin, ni durant toute la journée du 23 janvier, personne n'était venu à l'entrepôt pour rendre le sable. Les sacs eux-mêmes n'étaient pas non plus à l'entrepôt. Cela ne signifiait qu'une chose. Quelqu'un avait intentionnellement inscrit de fausses informations dans le registre officiel, essayant de dissimuler l'utilisation du sable. Les enquêteurs ont immédiatement vérifié qui était formellement responsable de la réception des matériaux et avait signé l'enregistrement du retour. Il s'agissait du responsable de l'entrepôt des matériaux de la faculté. Cependant, lors d'une rencontre personnelle, il a catégoriquement nié le retour des sacs et a même douté de l'authenticité de sa signature. Il a déclaré que ce jour-là, il n'avait rien reçu de tel et n'aurait pas pu apposer la signature indiquée dans le registre. Cela signifiait que quelqu'un avait consciemment falsifié l'enregistrement officiel pour dissimuler l'emplacement réel du sable. Pour les enquêteurs, il était évident que l'inscription concernant le retour du sable était une falsification. Et il fallait maintenant découvrir qui exactement avait pu entrer de fausses données dans le registre. Le système de comptabilité du laboratoire n'était pas suffisamment sécurisé et permettait à de nombreux étudiants et stagiaires d'utiliser les identifiants des employés. C'est pourquoi la défense de Tom insistait sur le fait que l'inscription aurait pu être faite par n'importe quel autre étudiant, essayant ainsi de piéger Tom ou simplement de brouiller les pistes. À première vue, l'argument semblait convaincant, mais la police n'avait pas l'intention d'accepter cette version sans vérification. Les enquêteurs ont fait appel à un spécialiste en informatique pour analyser les traces numériques laissées dans le système de comptabilité. Toute l'activité des utilisateurs était enregistrée et chaque saisie était consignée avec l'adresse IP de l'appareil depuis lequel la connexion avait été effectuée. Au début, les enquêteurs s'attendaient à ce que l'adresse IP soit commune et publique, et qu'il serait donc impossible d'identifier la personne ayant falsifié les données. Cependant, les résultats de l'analyse se sont avérés tout autres. L'expert a rapidement déterminé que l'inscription avait été faite tôt le matin à 06h12 et que l'adresse IP appartenait sans équivoque au routeur Wi-Fi de la résidence universitaire où vivait Tom. De plus, il s'agissait de l'ordinateur portable personnel de Tom, depuis lequel il s'était déjà connecté à plusieurs reprises aux services universitaires. Désormais, la version de la défense concernant un étudiant aléatoire paraissait beaucoup plus faible. L'inscription avait manifestement été faite par Tom lui-même, du moins depuis son appareil. Cependant, les avocats de Tom ont de nouveau souligné la possibilité que d'autres personnes aient eu accès à son ordinateur dans la résidence, insistant sur le fait qu'une telle trace numérique
ne prouvait pas encore sa culpabilité personnelle. En effet, formellement, c'était irréfutable. Et la police ne pouvait pas encore exclure complètement la possibilité d'une intervention extérieure. Néanmoins, les doutes autour de la personne de Tom continuaient de s'accumuler. L'enquête détenait maintenant un élément important, mais pas encore entièrement élucidé, de l'affaire. 16 sacs de sable disparus. Un tel matériel ne pouvait manifestement pas disparaître ainsi. Les sacs étaient volumineux, lourds, et leur transport discret semblait peu probable. Où exactement le suspect aurait-il pu se rendre avec une telle quantité de sable ? Cela restait incertain. Une seule chose était claire. Le sable n'avait pas été pris au hasard et, très probablement, son utilisation était directement liée à la disparition de Sofia. Le sable est devenu le principal problème non seulement pour l'enquête, mais aussi pour l'alibi de Tom lui-même. Si auparavant il semblait pratiquement hors de cause grâce à son excellente réputation et à un alibi numérique bien pensé, sa situation était désormais considérablement plus compliquée. L'inscription dans le registre, faite depuis son appareil, la falsification manifeste de la signature du responsable, l'absence de retour effectif du matériel, tout cela transformait Tom de simple suspect en principal protagoniste, avec lequel l'enquête entendait désormais traiter de manière extrêmement détaillée. L'endroit où ce sable avait été utilisé n'avait pas encore été trouvé, mais les enquêteurs ne doutaient plus de son existence. L'enquête a commencé à étudier plus en profondeur le cercle social de Sofia, essayant de comprendre si sa vie personnelle aurait pu être la cause de la tragédie. Lors d'un nouvel interrogatoire de camarades de groupe, Heike, une connaissance proche de Sofia, s'est souvenu d'une conversation ayant eu lieu quelques semaines avant la disparition. Sofia y disait vouloir être transférée à l'université de Leyde. La raison était le désir de fuir un partenariat toxique. Ce que Sofia entendait exactement par partenariat, Heike ne le savait pas, mais ce fait pouvait indiquer un conflit sérieux dans l'entourage de Sofia. Les enquêteurs ont commencé à examiner attentivement les matériaux du travail de diplôme de Sofia, qui étaient stockés dans le système en ligne de l'université. Dans les brouillons du diplôme, on trouvait fréquemment des commentaires avec la mention S, manifestement les initiales de Sofia elle-même, et à côté d'eux apparaissaient régulièrement des commentaires énigmatiques marqués de la lettre T, Gwen. Ces annotations ressemblaient à des recommandations, parfois assez dures et exigeantes, exerçant clairement une pression sur Sofia. Une version logique a émergé au sein de l'enquête. Le travail de diplôme aurait pu être la source de ce conflit toxique dont Sofia avait parlé à Heike. La police s'est adressée directement au directeur de thèse de Sofia pour savoir si quelqu'un d'autre, en dehors de Sofia elle-même, aurait pu participer à son projet de diplôme. Le directeur a expliqué que formellement, le diplôme était un projet individuel de l'étudiante et qu'il n'y avait pas de deuxième auteur ou consultant officiel. Quant aux annotations énigmatiques, T, le directeur a supposé que Sofia aurait pu faire ses commentaires elle-même, marquant des tâches ou des objectifs encore à accomplir. Cependant, comme l'a noté le directeur, des doutes l'avaient lui-même envahi, car le style de ses commentaires lui semblait trop agressif et exigeant envers Sofia elle-même. Le directeur a émis l'hypothèse que T pourrait désigner TOM, un étudiant plus âgé et tuteur des premières années, qui avait déjà manifesté de l'intérêt pour le projet de Sofia et aidé d'autres étudiants sur des travaux similaires. Théo a été convoqué à la police pour éclaircir les circonstances. Il n'a pas résisté et a calmement montré aux enquêteurs l'interface du système en ligne de l'université, Moodle, où les étudiants déposaient les brouillons de leur diplôme. Théo a expliqué et démontré clairement que la lettre T n'étaient nullement les initiales d'une personne spécifique. C'était une mention automatique, to do, intégrée à l'éditeur de Moodle, utilisée par les étudiants et les enseignants pour désigner des tâches et des questions nécessitant une résolution ultérieure.
L'enquête a rapidement vérifié cette information et s'est assurée que les dires de Théo étaient vrais, et donc que les soupçons contre lui étaient à complètement levés. La clarification de la nature des commentaires énigmatiques, T, a levé les soupçons pesants sur Théo, mais cela n'a en rien éclairci la situation concernant la toxicité dont parlait Sophia. Désormais, les enquêteurs devaient pour comprendre si derrière les commentaires, il n'y avait qu'un système automatique qui exerçait réellement une pression sur Sophia, étant donné que la jeune femme était prête à changer radicalement d'université pour échapper à une interaction toxique. Il devenait clair que la pression était exercée régulièrement et de manière assez sensible. Cette personne, quelle qu'elle soit, se trouvait dans le cercle proche de l'étudiante et pouvait être la clé pour découvrir les motifs de sa disparition. Malgré les fausses pistes et les détails techniques, le thème de la toxicité dans l'entourage de Sophia devenait progressivement de plus en plus significatif pour l'enquête. L'idée même d'un transfert dans une autre université indiquait que Sophia ressentait une sérieuse pression psychologique qui ne pouvait être simplement attribuée à des moments de travail ou d'études. Le mobile commençait à se dessiner plus clairement, bien qu'aucune accusation n'ait encore été portée contre qui que ce soit. Les enquêteurs devaient en comprendre d'où venait la pression et qui exactement avait poussé Sophia à prendre la décision de quitter son environnement habituel. Le 12 mars, près de 2 mois après la disparition de Sophia, l'affaire a soudainement décollé. Un drone du département de l'écologie, effectuant une surveillance standard du territoire de la réserve de Veldhausenplatz, a détecté une étrange anomalie sur une section fermée, une tranchée fraîchement creusée, qui ne devait absolument pas s'y trouver. La zone était interdite au public. Aucun travail officiel n'était mené dans ce secteur. La police a immédiatement envoyé des inspecteurs sur place pour vérification et inspection. Il s'est avéré que cette tranchée fraîche se trouvait exactement dans la zone où, selon les données de l'application de fitness Strava, passait le parcours d'entraînement à vélo de Tom V, enregistré le 17 janvier. Ce jour-là, Tom avait désigné son trajet dans l'application comme un simple entraînement sportif, et l'enquête n'avait jusqu'alors pas sérieusement considéré cet itinéraire. Désormais, la coïncidence des coordonnées paraissait trop suspecte pour être une simple coïncidence. Les inspecteurs ont immédiatement contacté l'administration de la réserve, demandant si une autorisation de travaux de terrassement avait été accordée à quiconque dans le secteur fermé. L'administration a répondu sans équivoque qu'aucune personne ou organisation n'avait reçu de telles autorisations au cours des derniers mois. L'accès et tous les travaux y étaient strictement interdits et le territoire était régulièrement inspecté. Ensuite, l'enquêteur a demandé à l'administration la liste des bénévoles écologistes qui avaient eu accès à ce secteur pendant la période désignée. La liste s'est avérée extrêmement courte. Tom V. et 2 autres étudiants bénévoles, participant régulièrement à des actions écologiques. Le cercle des suspects s'est brusquement rétréci. Les enquêteurs ont commencé l'examen de la tranchée découverte. L'équipe d'experts arrivée sur place a immédiatement trouvé dans la boue un objet qui pouvait radicalement changer le cours de l'enquête. C'était une veste appartenant à Sophia. L'objet a été soigneusement extrait de l'eau et envoyé pour expertise au laboratoire. Cependant, les experts sont rapidement parvenus à une conclusion décevante. Un long contact avec l'eau avait complètement détruit toutes les traces biologiques. La veste ne pouvait plus devenir une source de preuves matérielles. Bien que la découverte soit manifestement liée à la disparition de Sophia, cela n'était pas suffisant pour accuser directement qui que ce soit. Les travaux sur place se sont poursuivis. Les spécialistes ont commencé à examiner soigneusement la couche inférieure de tourbe, s'attendant à y trouver quelque chose de plus probant. C'est au fond de la tranchée que 2 sacs vides de sable filtrant ont été découverts. Sur l'emballage des sacs, des marquages coïncidant entièrement avec le lot de sable reçu par Tom de l'entrepôt de l'université le 17 janvier et formellement retourné selon une fausse inscription le matin du 23 janvier étaient à conserver. Il devenait maintenant évident que les sacs, si longtemps introuvables, étaient ici, dans le sol marécageux de Veldhausenplatz.
Cette découverte ne pouvait plus être une simple coïncidence. Les sacs liaient Tom au lieu où l'objet personnel de Sofia avait été trouvé. À ce stade de l'enquête, l'importance du sable a considérablement augmenté. Si auparavant son absence n'était qu'un fait suspect, elle devenait maintenant une preuve directe. 2 sacs de ce même lot de sable, cachés profondément dans le sol marécageux, parlaient si clairement d'une dissimulation intentionnelle d'indices et d'une tentative de cacher les traces de sa présence. Le sable, qui semblait auparavant un détail fortuit, s'est transformé en un argument puissant contre Tom, bien que pas encore décisif pour une accusation officielle. Mais maintenant, il parlait beaucoup plus fort que l'eau qui avait effacé les autres indices. Il restait aux enquêteurs à trouver les réponses aux questions principales qui liaient les sacs de sable, la tranchée dans la réserve et la disparition de Sofia. Après la découverte des sacs de sable, les enquêteurs ont obtenu l'autorisation d'inspecter à nouveau et plus en profondeur toutes les affaires appartenant à Tom V. Au centre de l'attention se trouvait cette même remorque à vélo qui figurait dans les enregistrements de la caméra routière et soulevait des questions depuis le début de l'enquête. Les experts de la police scientifique ont commencé un examen minutieux, espérant trouver des traces qui auraient pu être manquées lors du premier examen superficiel. Leur attention a été attirée par une faible odeur d'eau de javel émanant de l'intérieur de la remorque et une trace brunâtre à peine perceptible dans la couture du revêtement de sol. La remorque a été envoyée au laboratoire de criminalistique où les spécialistes ont utilisé une méthode d'analyse classique éprouvée, l'extraction de sang selon le schéma phénol-chloroforme. L'analyse a pris plusieurs jours, mais le résultat s'est avéré sans équivoque. Le liquide brunâtre contenait du sang humain. Les experts ont en outre effectué un examen microscopique et ont isolé de la couture du sol de la remorque un cheveu, presque invisible à l'œil nu. La comparaison de l'ADN de ce cheveu avec le matériel génétique prélevé sur les effets personnels de Sofia a confirmé la correspondance. La police disposait désormais de la première preuve irréfutable que Sofia s'était trouvée dans la remorque de Tom. Tom a été immédiatement convoqué pour un nouvel interrogatoire où les résultats de l'expertise lui ont été présentés. La question de l'enquêteur sur la raison pour laquelle Tom avait nettoyé la remorque à l'eau de javel a été posée calmement, sans pression émotionnelle. Tom, conservant une impassibilité extérieure, a donné une réponse simple et claire. Après chaque transport d'animaux de laboratoire, la remorque devait être soigneusement désinfectée. Selon lui, c'était une pratique standard pour tous ceux qui travaillaient avec des animaux en laboratoire afin d'éviter la propagation d'infections et de maladies. La réponse semblait convaincante et logique, mais ne pouvait plus dissiper complètement les soupçons pesant sur Tom compte tenu de la gravité des indices trouvés. La défense de Tom a immédiatement réagi à ce nouveau tournant dans l'affaire. Les avocats ont affirmé avec assurance que les traces de sang et de cheveux découvertes auraient pu rester dans la remorque après des transports antérieurs. Par exemple, Tom aurait récemment aidé à transporter un chien blessé après l'un des raids écologiques du Club Vélu et le sang aurait pu provenir de cet animal. Le cheveu aurait pu simplement tomber accidentellement dans la remorque, compte tenu des croisements réguliers des étudiants au laboratoire et de la disponibilité générale du matériel. Cette version de la défense paraissait plausible à première vue et exigeait une vérification supplémentaire de la part de l'enquête. Cependant, la police disposait déjà d'une base suffisamment solide pour mettre en doute de telles justifications, surtout après la découverte dans la réserve. Pendant ce temps, les experts continuaient l'examen minutieux de la remorque. Dans le bac de rangement des outils, situé sur le côté de la remorque, un fragment petit mais significatif a été trouvé, un éclat de casque de vélo appartenant à Sofia. L'expertise a montré que l'éclat trouvé correspondait parfaitement à l'entaille sur le casque de Sofia, précédemment relevé sur des photographies, et correspondait également en forme et en taille au bord métallique ébréché de la remorque. Cette découverte était une preuve tout à fait évidente et extrêmement solide, bien plus convaincante que toutes les suppositions sur la présence accidentelle de traces biologiques. Désormais, la position de la défense était sérieusement ébranlée.
Si auparavant on pouvait débattre de l'origine des traces biologiques, en les expliquant par le hasard ou la coïncidence, le morceau du casque de Sofia, correspondant parfaitement à la trace sur la remorque de Tom, ne laissait aucune place à de telles explications. Le fer, contrairement aux mots et aux versions, ne pouvait mentir. Cet indice a considérablement renforcé les soupçons contre Tom et l'a lié encore plus étroitement aux événements de ce soir-là, lorsque Sofia a disparu sur la route à travers la réserve. La défense devait inventer de nouvelles explications, mais cela devenait désormais pratiquement impossible. Les enquêteurs étaient convaincus qu'ils s'approchaient enfin de la résolution de l'affaire. Le 25 mars, l'enquête a abouti à un résultat définitif. Après plusieurs semaines de recherches méthodiques, les criminalistes ont découvert ce qui était resté longtemps caché sous l'eau et la couche de tourbe dans la réserve de Veldhausenplatz. Sofia a été sortie d'un profond affouillement. L'expertise a immédiatement confirmé, sur le casque de vélo, toujours sur elle, il y avait une entaille caractéristique. C'est elle qui coïncidait avec le dommage découvert précédemment sur le bord métallique de la remorque de Tom. Les experts ont également découvert d'autres détails importants. Sur les vêtements de la victime, des microtraces des gants du suspect ont été trouvées. C'était un mélange particulier de boue tourbeuse et d'eau de javel, absolument identique aux échantillons trouvés dans la remorque de Tom lors de l'examen criminalistique. Le puzzle que l'enquête assemblait depuis si longtemps s'est enfin complété en une image cohérente. La société Garmin, à la demande de la police, a transmis les données exactes de la montre connectée de Sofia. Ce sont ces montres qui ont enregistré une brusque accélération puis une chute du pouls le soir du 22 janvier, indiquant clairement l'heure de l'agression. Il est devenu clair maintenant que c'est pendant cette période que Tom se trouvait à proximité de Sofia dans la zone marécageuse de la réserve. Le soupçon d'un plan préparé à l'avance s'est également confirmé. Le sable, que Tom avait pris au laboratoire sous prétexte d'un projet scientifique et qui n'avait jamais été réellement retourné, a été utilisé par lui pour créer une tombe cachée. La fausse inscription concernant le retour des sacs de sable, faite depuis son ordinateur portable, est devenue un indice important contre lui, soulignant la préméditation de ses actes. Les enregistrements des caméras de vidéosurveillance routière et les autocollants de laboratoire, découverts sur le vélo et la remorque, ont relié Tom à l'itinéraire de Sofia et au lieu du crime. Ces indices ont été essentiels pour reconstituer le déroulement des événements du soir de la disparition. Enfin, le sang et le fragment du casque de Sofia trouvé dans la remorque ont créé un lien indéniable entre Tom et la victime, excluant toute possibilité de coïncidence ou d'erreur. Le journal de Sofia, ses correspondances et les témoignages de ses camarades de groupe ont également joué un rôle significatif. Tous ont montré l'insistance manifeste et la pression que Tom exerçait sur Sofia pendant la préparation de son travail de diplôme. Le désir de Sofia de changer d'université et de se débarrasser du partenariat toxique avec Tom a maintenant trouvé sa pleine explication. Le procès s'est déroulé sans émotions excessives, sur la base de preuves exclusivement solides et vérifiées. Tom, gardant son calme jusqu'au bout, a tenté de présenter tout ce qui s'était passé comme une sorte d'expérience écologique. Selon ses dires, il aurait voulu étudier les propriétés de la tourbe et les possibilités d'y dissimuler divers objets. Cependant, un expert en tourbière invité par le tribunal a facilement dissipé cette théorie. Il a expliqué en détail que les couches de tourbe dans la réserve étaient fortement saturées d'eau et qu'il était physiquement impossible d'y dissimuler quoi que ce soit durablement. Tout objet remontait inévitablement à la surface après peu de temps. Ainsi, la version de Tom a été définitivement réfutée sur le plan scientifique. Le verdict du tribunal a été prononcé d'une voix égale et ferme. 30 ans de réclusion criminelle en vertu de l'article 289 du Code pénal. L'affaire a été officiellement classée, le coupable identifié et les preuves reconnues comme irréfutables. L'enquête s'est arrêtée là. Cependant, dans les pièces du dossier pénal, un détail inexpliqué est resté,
n'ayant jamais reçu de réponse claire de l'accusé ou des experts, le soir de la disparition de Sofia, à 20h47, Tom était brièvement retourné à son ordinateur portable et avait effectué certaines actions, ne s'inscrivant nullement dans le tableau général et n'ayant été expliquées ni par l'enquête, ni par le tribunal. Ce détail est resté en suspens dans l'affaire, la seule énigme destinée à laisser un arrière-goût à ceux qui avaient suivi attentivement la résolution de cette grave histoire.